Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon premier invité au congrès ICM Vancouver, à Vancouver, j'ai Mathieu Dupuis, photographe, avec moi. Salut. Allô Mathieu, merci d'avoir accepté de venir à l'entrevue pour le podcast minier. Avec grand plaisir. Fait que là, je te vois promener là, depuis hier, aujourd'hui, puis tu prends beaucoup de photos. Fait que là, tu as vraiment un mandat, toi, pendant le congrès. Exactement, avec 48e Nord International, donc faire des photos des différents kiosques et des activités. Donc, c'est ça, je me promène beaucoup. Puis, tu sais, Mathieu, si on revient en arrière, là, est-ce que toi, tu savais que tu serais photographe un jour? En fait, j'ai toujours voulu être photographe. Quand j'étais jeune, j'ai été un enfant qui était malade, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les National Geographic à défaut de pouvoir avoir des activités normales pour un jeune enfant. Et ça m'a vraiment inspiré pour faire cette carrière-là. Et avec beaucoup de travail et d'efforts, j'ai atteint National Geographic il y a quelques années. Ah, pour vrai? Oui, j'ai publié un livre. Je suis le seul auteur québécois à avoir publié un livre chez National Geographic. Et sinon, je fais des reportages à la pige occasionnellement. Puis aussi, tantôt, tu me parlais là, tu as eu aussi ton émission au canal Évasion, Phototrip. Tu peux-tu nous en parler de ça? Oui, en fait, je me suis fait proposer de passer de l'autre côté de l'objectif dans le cadre de cette émission-là à Évasion. Et c'était 6 épisodes d'1 heure qui mettaient en lumière des métiers atypiques. Ça a été tourné pendant la pandémie, donc je n'ai pas pu présenter le secteur minier, mais ça faisait partie des métiers que je voulais présenter, spécialement pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y avait des restrictions d'accès au site liées à la pandémie. C'est quoi les secteurs qui ont été présentés dans l'émission? Il y a eu la foresterie. Il y a eu aussi un agriculteur brassicole qui faisait sa bière et ses spiritueux, une pêcheuse propriétaire de homards, flétans et un autre, je parle le borgo, c'est ça. Après ça, de mémoire, là, je les ai pas toutes par cœur. Là, j'ai un petit blanc. Mais ça doit être quelque chose pareil d'être... de soudainement, comme tu as dit tantôt, de te retrouver du côté de toute ta clientèle, oui. En quelque sorte. Là, exactement, c'est un gros défi. Puis mon objectif, c'était pas de voler le show. Donc, j'ai donné beaucoup de place à mes personnages, à mes protagonistes dans cette émission-là. Et ça a été une super belle expérience. Ça m'a même aussi permis d'être plus sensible à ce que je fais vivre aux autres quand je fais des photos d'eux et elles. Quand j'ai dit à l'équipe ce matin, je dis hey, Mathieu Dupuis va être au podcast minier. Fait que là, l'équipe de chez Rouillé Stratégie Marketing m'ont demandé de te demander mais comment que Mathieu fait pour faire des aurores boréales aussi belles? En fait, ça, c'est ce qui est le plus simple. En fait, d'un point de vue technique, c'est ce qui est le plus simple, mais ce qui est difficile, c'est d'accéder au lieu où est-ce que c'est propice pour les faire. Donc, c'est souvent très éloigné dans des conditions nordiques, mais sinon, c'est trépied, temps d'exposition relativement long et c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Faut juste être là. Puis, qu'est-ce qui fait que tu es reconnu? Nous, on te connaît par rapport à toutes les minières. Puis, il y a eu un livre aussi qui est sorti avec Raglan. Il y avait eu un livre aussi que tu avais fait avec eux. Exact. Puis, est-ce que je me trompe, mais il me semble que je t'avais rencontré il y a quelques années à Québec Mine. Puis, il y avait eu un livre aussi qui était sorti avec l'Association minière du Québec. C'était avec l'Institut national des mines. Oh. En fait, je collabore aussi avec l'Association minière du Québec. Dans ce cas-ci, c'était vraiment un livre plus axé sur métiers, formation et profession du secteur minier. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment exploré tout cet aspect-là de relève qualifiée, comment dire, les métiers qui vont être très convoités dans l'avenir. Donc, pour donner des perspectives aux jeunes dans leur parcours académique, leur présenter c'est quoi le secteur minier québécois. Donc, ça a été une super belle expérience. Puis toi, ça fait combien d'années que tu couvres justement l'industrie minière?
Je suis tombé là-dedans par accident en 2006. J'ai fait ma première photo du secteur minier chez Anico Eagle Laronde au plus profond de l'époque. C'était pour mon livre Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai eu une révélation, ça m'a vraiment fasciné. Et depuis, j'ai multiplié les mandats en Amérique latine, en Afrique, en Scandinavie, dans l'Arctique canadien et évidemment en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu viens de l'Abitibi, Mathieu? Je suis natif de Rouyn-Noranda. Ah, OK. Ça, je n'étais pas sûre. Dans tout ce que tu vois de l'industrie minière, tu couvres, comme tu as parlé tantôt de la foresterie, puis là, tu as fait depuis 2006 que tu couvres l'industrie minière. Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu vois une évolution depuis le temps que tu couvres cette industrie-là? Il y a une grande sensibilité au niveau de l'empreinte au niveau environnemental, au niveau de la santé-sécurité, le sentiment d'appartenance aux entreprises. Et plus on stimule ces éléments-là, plus on a un effet, une bonification finalement de ces facteurs importants-là. Pour moi, c'est sûr que l'aspect santé-sécurité, quand je fais mes photos, c'est celui que je suis le plus en contact, puisque c'est l'aspect qui va faire qu'une photo est utilisable ou non. Tellement. On peut te le dire à l'agence, le nombre de fois qu'on fait « Ah, il n'y a pas ses lunettes, on ne peut pas prendre la photo. » Exactement. Donc ça, c'est pour moi, c'est le plus grand enjeu. Et souvent, je travaille dans des conditions difficiles. Je vais sous terre, je suis vraiment sur le terrain, en hélicoptère. Tout va vite. J'essaie de travailler rapidement pour ne pas ralentir la production, mais d'atteindre des niveaux de photos très, très, très hauts, très élevés. Donc, il y a des pièges qui se glissent, d'aller trop vite, on voit pas que la personne a enlevé ses bouchons, les cales de roue sont mal placées, il y a une chaîne qui dépasse du couvre-tout quand c'est pas supposé, des petites choses comme ça. Fait que je me suis fait au fil du temps un checklist que je fais bonifier avec chaque entreprise avec qui je travaille. On le bonifie, l'amène à être le plus serré possible au niveau des détails à observer. Et mon ratio de mauvaises photos, pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais qui manque un élément important au niveau de la santé-sécurité, devient de plus en plus, il y a de moins en moins de photos qui sont exclues, si on veut. T'as-tu aussi, tu sais, il y a beaucoup de santé-sécurité, puis en tout cas, moi, cet élément-là, je le trouve super important parce que quand on est en agence, on est toujours en manque de photos pour nos clients. Fait j'adore ce côté-là. Quand tu te promènes, j'avais deux questions en même temps, là, mais quand justement tu vas dans les minières ou les compagnies, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es un one-man show, tu pars, puis c'est tout toi qui gères tes affaires ou tu as des fois de l'aide? Majoritairement, je suis accompagné de personnes au niveau des communications et souvent un observateur, pas externe, mais en santé-sécurité qui va vraiment plus superviser cette personne-là va te suivre, dans le fond, la SSC de la mine ou... Exactement. Par contre, pour certains mandats dans d'autres pays, où est-ce que c'est difficile de déployer plus de ressources, ça peut arriver que je me déplace seul. Et là, dans ce cas-là, sur place, je suis accueilli par les gens locaux, mais j'ai pas les gens des communications du corporatif avec moi. Donc là, c'est là que je suis vraiment comme en mode vraiment, là, faut que je surveille tous les aspects parce que j'ai pas de filet de sécurité d'observateur autour. Donc, je suis laissé à moi-même et je veux ramener du matériel qui est vraiment sur la coche, comme on dit, là. C'est quoi le moment ou l'expérience qui a été le plus... terrifiant ou qui t'es arrivé et t'as dit « Ah, mon Dieu, il faut que je me débrouille avec tout ça, là. » Il me semble qu'il doit en avoir plus qu'une fois. Il y a beaucoup d'aspects. T'es pas obligé de nommer le client, là. Non, exactement, je ne le nommerai pas, mais j'ai déjà vécu un coup de terrain sous terre assez majeur avec une panne généralisée dans la mine. Et où est-ce que j'étais, la galerie a vraiment là, comme craqué, là, puis on a senti les murs bouger, donc il fallu évacuer, mais on ne pouvait pas évacuer parce qu'il y a eu une panne généralisée. Donc ça a été un 4 heures dans un refuge à se demander, qu'est-ce qui va se passer? J'étais moins expérimenté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais un petit peu moins stressé d'être pris dans un refuge connaissant tout cet écosystème-là un peu mieux. Mais à cette époque-là, ça a été vraiment une expérience, le cœur qui débat, puis tu te demandes si tu vas remonter. J'espère. Fait que ça, c'est un aspect quand même assez insécurisant. Sinon, des fois, je sors de ma zone de confort, je fais de la photo aérienne, puis les conditions sont des fois difficiles, des turbulences, des choses comme ça. Mais sinon, je suis un gars de terrain, je suis habitué d'en voir, là. Puis le contraire de cette question-là, ça serait qu'est-ce qu'il faut
justement, pour qu'un mandat aille super bien, dans les bonnes conditions? Y a-tu des éléments? Tu sais, les gens qui écoutent probablement aujourd'hui, c'est des clients potentiels. C'est quoi qui... Tu sais, nous, des fois, on va dire, ben on fait un storyboard avant pour le photographe. Ou, tu sais, c'est quoi un mandat qui va bien là, pour toi, là, puis que tu sais que ça va bien rouler, là? C'est sûr que plus une entreprise a une bonne réputation en matière de sentiment d'appartenance, que les employés sont dévoués, qui aiment l'entreprise, plus c'est facile, plus le taux de participation y est haut. Encore une fois, je nommerai pas de clients, mais je suis déjà allé dans des entreprises où est-ce qu'il y avait un sentiment d'appartenance qui était un petit peu à travailler. Oh oui, c'était chez Forage Rouillé. Non. Et tout l'aspect le taux de participation était quasiment nul. Personne ne voulait se faire photographier. Et le sentiment de fierté n'était pas là. C'est très rare que ça arrive, je dois le dire. Mais ça fait toute la différence parce que ça a un impact sur comment les gens sont fiers de leur espace de travail, comment les camions ou les équipements, les espaces de travail sont bien rangés, sont standardisés. Puis les gens, ils veulent s'associer à l'entreprise parce qu'ils sont fiers. Donc ça, pour moi, c'est un mandat qui va bien parce que j'ai pas à convaincre les gens et à supplier est-ce que vous voulez faire une photo, puis là, t'expliques pourquoi, puis les gens, ils t'appellent sur la radio, ils veulent pas manquer leur séance photo. Ça, c'est vraiment le fun. Et sinon, il y a tout l'aspect préparation en amont. Souvent, j'essaie de travailler avec mes clients le plus possible pour leur dire, bon, ben, si on va à tel endroit, on peut se laisser une marge d'improvisation, c'est le fun. Mais si on a un horaire qui est bien préparé et qu'on peut annoncer notre présence, bien, les gens ont le temps de faire un petit ménage, de préparer de petites choses et de s'assurer d'avoir tous les équipements, spécialement pour le santé-sécurité, en leur possession live sur place. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller rechercher une paire de lunettes ou quelque chose parce que quelqu'un ne l'a pas oublié, les gants. Moi, maintenant, je fais mettre des gants systématiquement pour toutes les photos que je fais, même remplir la carte de travail. La fille est à l'ordinateur, tu sais, mets tes gants! Pratiquement. Mais tout ce qui est en condition de terrain, je prends plus de chance, zipper le couvre-tout, un petit checklist, placer le collet, le couvre-tout par-dessus les bottes, attacher les bottes comme il faut. C'est tous des petits détails, mais qui fait que l'image corporative, elle est rehaussée, finalement. Bien, ça fait toute la différence, on le sait. Là. Même si la photo n'est pas signée, on le sait que c'est une photo Mathieu Dupuis. Là. Il y en a une différence quand tu fais tes photos, puis on la voit. Là, puis, j'apprécie. Félicitations. Comme dernière question, tu sembles un gars à projet. Est-ce qu'en 2022, on peut penser qu'il y a un projet qui s'en vient, une émission, un livre, une chanson? Chanson, je vais épargner les gens. Laisse ça, Valérie. Exactement. En fait, j'ai un très gros projet qui s'en vient, qui est particulier. C'est le livre tome 3, Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai fait les 2 premiers livres aux Éditions de l'Homme. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de plonger sans éditeur en m'associant à une fondation pour donner 100% de mes profits à la cause, à l'aide à la diplomation, les problèmes liés à la santé mentale lors d'un parcours académique. Donc, je donne 100% des profits de ce livre-là à la fondation du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai des frissons, je ne savais pas. En me disant cette question-là, je sais, hey, bravo. Qu'est-ce que ça fait si tu pars puis tu lances ton livre sans maison édition? C'est quoi la contrainte? La contrainte, c'est qu'une prise de risque est plus élevée. J'ai beaucoup de travail pour construire moi-même le réseau de distribution, mais l'avantage de ça, c'est que je ne donne pas la plus grosse partie, sans rentrer dans tous les détails techniques du livre, mais souvent, c'est l'éditeur qui va avoir la plus grosse partie des revenus. Là, dans ce cas-ci, j'ai pas d'éditeur, je prends le risque, mais je génère beaucoup plus de revenus que je vais donner à la Fondation dans le fonds Mathieu Dupuis qui va aider, je l'espère, beaucoup d'étudiants à arriver à la diplomation. Et les 2 premiers tomes se sont vendus à près de 30 000 copies. Oh oui, ça a vraiment été populaire. Ça a été très, très, très populaire. Donc, là, pour l'instant, ça va très, très, très bien. Et ce livre-là va paraître à l'automne 2022. Ah, ben, hey, on va être là pour te supporter. On va faire la promotion de notre côté. Et en plus, il y a plusieurs foires commerciales cet automne. Tu sais, si tu étais capable d'en distribuer dans les foires ou que les entreprises, justement, puissent en acheter. Puis, quand tu le sais, en plus, c'est pour une bonne cause, comme tu fais là,
c'est vraiment génial, là. Ah ben merci. Je pense que ça va être un grand succès. C'est sûr. Ben, merci Mathieu pour l'entrevue. Ça fait plaisir.